Nous avons aussi un très grand nombre d'inscrits, donc les 5 minutes seront respectées. Je vous demande de les respecter, s'il vous plaît, et de respecter aussi le temps de parole de chaque congressiste. La parole est donnée à Thomas Sébastien, du syndicat ArcelorMittal Fosse. Et se prépare Jacques Bugon, CGT Réunion. Bonjour à tous, aux représentants des délégations étrangères, aux délégués, à tous ceux qui s'occupent que le congrès se passe bien. Je voudrais dire à Jean-Paul que ce qu'il a dit, ça nous a émus parce qu'il avait les larmes aux yeux, il parlait avec le cœur. Et on a besoin de ça parce que peu importe notre nom, le syndicat dans lequel on fait partie, on vit tous la même réalité sur le terrain. Et on a besoin d'orientation, d'avoir de la cohérence. Et mon sens de l'intervention, on a besoin aussi d'avoir une communication qui vit avec notre temps. On ne va pas continuer à imprimer des tracts avec l'alcool à brûler, excusez-moi, mais on va combattre le coût du capital avec un 4 pages. Depuis le début du congrès, on voit des choses super à l'écran. Et il faut que notre organisation syndicale au niveau confédéral, au niveau fédéral, se servent de ces moyens de communication. TF1, tous les grands groupes, toutes les grandes chaînes sont au service de nos ennemis. Et on a beau être sur le terrain, c'est dur. Les salariés, ils voient ça à longueur de journée. Et ce n'est pas avec un 4 pages qu'on va changer les choses. Alors, il faut qu'on ait des outils. On en a parlé aux assises des jeunes, je viens d'intégrer le collectif jeune fédéral. Ce n'est pas remplacer le tract, ce n'est pas remplacer le terrain, le travail sur le terrain avec le salarié. C'est avoir des outils complémentaires qui se complètent juste pour pouvoir gagner. Aujourd'hui, on est dans une situation où le monde ouvrier, il vote FN. J'ai grandi à Marignane, une ville FN, c'est la merde. C'est la merde. Et aujourd'hui, les ouvriers, on est la première organe à les défendre. Ils ont confiance en nous, ils n'ont plus confiance en politique et ils votent FN, ils votent la haine. C'est ça l'avenir. Alors, comme je le disais dans le film introductif, on peut critiquer, mais aussi je pense qu'on a notre part de responsabilité. Et avec les salariés, on est la solution pour construire ensemble, tous ensemble, qu'on soit jeunes, vieux, ouvriers, UFICT, le monde de demain. Et ça se fera, comme il a dit Jean-Paul, et tous les autres intervenants, par la lutte. C'est tout ce que je voulais dire, camarades. Tous ensemble et on gagnera. Merci. J'appelle Jacques Bugon de la CGT Réunion et se prépare Loïc Corneau de Schneider Electric. Chers camarades, je voudrais tout d'abord saluer tous les congressistes et souhaiter que vos travaux puissent contribuer aux luttes que nous aurons à mener ensemble, que ce soit à La Réunion ou en France métropolitaine. Je remercie également la Fédération pour l'invitation qu'elle nous a adressée et qui nous permet aujourd'hui de participer fraternellement à vos travaux. C'est la 4e fois que notre fédération participe ainsi à votre congrès. C'est le fruit de la coopération initiée entre nous depuis le 6 mars 2001. Une coopération d'autant plus nécessaire que vous ici et nous à La Réunion, comme d'ailleurs nos camarades de ce qu'on appelle les Outre-mer, avons à faire face au même patron, qu'il s'appelle Renault, Citroën, PSA, Toyota, ArcelorMittal et autres. Ce sont les mêmes qui sévissent ici et chez nous. À ceci près que pour eux, nous sommes un marché captif, pour ne pas dire réservé. Nous avons sur ce plan des coopérations à entreprendre
et des échanges d'expériences qui ne peuvent être profitables à tous. Le secteur de la métallurgie à La Réunion apporte quelques entreprises telles qu'ArcelorMittal et les Otis, Ascensia, etc., ne représentaient que par la filière des services automobiles qui emploie aujourd'hui plus de 7000 salariés dans la branche réparation et services automobiles. C'est un secteur caractérisé par un salariat dans les petites entreprises et le taux de notre représentativité à La Réunion, elle est de 50% dans la branche automobile des services et des garages. Nous sommes engagés dans une bataille pour les acquis sociaux qui sont applicables en France métropolitaine et qui aujourd'hui font l'objet de discussions au niveau paritaire, au niveau européen, dans le cadre de la réglementation. C'est une bataille qui s'oppose au patronat de chez nous, pour l'essentiel le prolongement des grands groupes ici, qui pendant des années s'est refusé d'appliquer les règles du droit du travail français ou du droit conventionnel. Malgré également que les salariés rayonnés sont également, comme vous ici, des citoyens français, mais le patronat ne connaît qu'un seul citoyen, le profit et la rentabilité. Il s'agit là d'une bataille pour l'augmentation de la rémunération fondée sur la satisfaction des besoins des travailleurs dans un département où les prix à la consommation sont bien supérieurs qu'en France. Enfin, une bataille plus générale contre les acquis sociaux, mis à mal par l'ANI, et qu'un certain signataire nous fait porter la désespérance sociale. Vous l'avez vu dans le journal de Dumas ce matin, qui nous fait porter la désespérance sociale. Nous n'avons pas de responsabilité à recevoir de ces syndicats qui signent avec le MEDEF ou le gouvernement, et nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces syndicats. De ce point de vue, notre bataille à La Réunion, champion de France de toute catégorie du chômage, de la précarité, de l'exclusion, rejoint parfaitement votre propre bataille ici. Notre présence à votre congrès ne peut que renforcer cette bataille. Votre solidarité nous est chère et notre témoignage, notre propre expérience face au même patronat peuvent être une contribution à votre propre lutte. Raison de plus pour resserrer les liens de lutte qui nous unissent. Vive le 40e congrès et qu'il donne davantage d'élan à nos luttes. Merci camarades. J'appelle Loïc Corneau du syndicat Schneider Electric et se prépare Hussein Durussoy du syndicat Caterpillar. Bonjour à tous. Le jeudi 2 avril 2010, Schneider Electric annonçait en CCE extraordinaire une nouvelle politique industrielle au niveau de SEI et SEF, Schneider Electric Industrie et Schneider Electric France. Elle se traduisait notamment par la restructuration et la fermeture de plusieurs sites, dont celui de Merpin, à côté de Cognac, en Charente, relocalisé sur le site d'Angoulême, situé à 50 km. Le site de Merpin venait de recevoir le prix de l'usine la plus rentable du groupe. Elle était considérée comme une vitrine pour Schneider Electric France. Les salariés avaient travaillé durement afin de valoriser leur savoir-faire et optimiser techniquement leurs outils et méthodes de travail. Les raisons invoquées pour le déménagement de notre site étaient une économie de 5 millions d'euros par an liée à l'infrastructure et limitation de déplacement, mais économisée sur le dos des salariés qui allaient devoir faire 100 km de plus par jour à 5 heures du matin, engendrant pénibilité, fatigue et bouleversement de leur vie sociale. Ces salariés avaient monté l'usine et pour beaucoup y travaillaient depuis plus de 30 ans. Pour eux, comment envisager un déménagement, casser leur tissu social et laisser sur place ce qu'ils avaient construit d'un point de vue personnel et professionnel depuis tant d'années? Deuxième raison invoquée, par la direction du groupe
Deuxième raison invoquée par la direction du groupe, occuper les mètres carrés disponibles dans le bâtiment d'Angoulême depuis la délocalisation de la production au Brésil en 2008, redélocalisée depuis en Indonésie en 2011. Ces productions de moulage et traitement soumis à des normes environnementales strictes en Europe étaient depuis fabriquées dans des pays que l'on allait polluer au nom de la rentabilité. Par cette manœuvre, ils mettent aussi en place un dumping social flagrant. Suite à un mouvement de grève de quelques jours, le syndicat majoritaire sur notre site, dont je tairai le nom, partait à la table des négociations pour discuter d'un accord méthode avec la direction. Dès le jour de l'annonce, ils avaient à leur disposition des banderoles dénonçant la fermeture du site, ce qui prouvait leur résistance factice et leur complicité dans ce dossier. À la suite d'une négociation orchestrée par ce dernier et la direction, l'accord méthode prévoyait la conservation du nombre de salariés, l'aide au déménagement ou la réhabilitation des personnes, le minimum syndical. Ils n'ont jamais essayé de négocier la non-délocalisation du site en dénonçant la politique industrielle basée sur du dumping social et environnemental. Ils ne se sont jamais souciés des problèmes de santé que cela allait engendrer pour les salariés, et nous en vivons aujourd'hui les conséquences. Ce premier accord fut dénoncé par les autres organisations du site, mais un PSE fut mis en place sur les bases de l'accord méthode. En novembre 2012, le collectif CGT Schneider Electric, réuni en congrès, décida d'attaquer leur entreprise sur le contenu de ce PSE. En effet, le groupe est structuré en 3 entités, Schneider Electric SA, la maison mère SEI et SEF, qui en sont leurs filiales. Or, seuls SEI et SEF ont été pris en compte pour les calculs des indemnités, Schneider SA ne se considérant pas comme co-employeur, ce qui change la donne des indemnités, le chiffre d'affaires de Schneider SA étant largement plus grand que celui des 2 filiales. Leur défense va même jusqu'à considérer que Schneider SA n'a aucune implication dans la gestion industrielle de Schneider. Or, il va de soi que dans une logique capitaliste, la structure gérant l'économie du groupe ait des exigences industrielles. Surtout quand le président du groupe de Schneider SA, M. Tricoire, est aussi le président de la filiale Schneider SEI. Après un long travail syndical de terrain auprès des salariés de notre usine, mais aussi celle du groupe, et à la suite d'une longue procédure retardée par les avocats de Schneider, le jugement débaucha sur un premier jugement rendu le 28 septembre 2013. Il fut en notre défaveur. La juge ne tenant pas compte de toutes les pièces amenées au dossier, et notre défense manquait sûrement de cas concrets, voire une stratégie globale à remettre en cause. Seulement, nous avons pris conscience du cas de figure où nous nous trouvons. Il s'agit de reconnaître la notion de co-employeur pour les groupes rejetant leurs responsabilités. Si nous réussissons à gagner ce dossier, il pourrait en découdre un cas de jurisprudence très utile pour les prochains PSE. Dans le cadre de l'ANI, redéfinissant à la baisse les pouvoirs des comités d'entreprise en cas de PSE, notre combat pourrait devenir un outil non négligeable pour tous. La notion de co-employeur changeant notamment la donne quand nous ne pouvons plus opposer la fermeture d'un site. Je vais faire court, je saute une grande partie, excusez-moi. Pour finir, notre souci actuellement dans le cadre du PSE est de réétudier le dossier, de trouver des aides garantissant le financement du dossier. J'en ai juste pour 1 seconde. Nous sommes actuellement en discussion avec la Fédération de la métallurgie afin de voir si nous pouvons nous entendre sur ce point. Nous espérons que ces dossiers puissent aboutir afin de lutter contre les pratiques capitalistes des grands groupes et nous donner de nouveaux outils dans le futur. Merci. Merci. Je vous demanderai quand même de respecter le temps de parole de 5 minutes si on veut faire passer un maximum d'interventions. Merci. Bonjour, chers camarades. C'est avec un très grand plaisir que je participe pour la première fois à un congrès fédéral. Effectivement, j'ai été démocratiquement désigné par les syndiqués CGT Caterpillar pour y participer et vous faire part de notre expérience. Avant 2009 et le plan de licenciement qui nous a mis au devant de la scène, nous étions 3000 salariés et 90 syndiqués. Aujourd'hui, nous sommes plus que 1700 salariés et près de 200 syndiqués. Nous y sommes parvenus grâce à un syndicalisme de proximité et à la démarche démocratique. Nous allons voir l'ensemble du personnel dans les ateliers et les bureaux, et cela, tous les horaires, tous les bâtiments et
une fois par mois. Lorsqu'un accord concernant l'ensemble du personnel est à négocier, nous débattons en AG de la position de la CGT avec des syndiqués et cette position est donnée à l'ensemble du personnel qui est consulté dans les 3 collèges pour savoir si nous signons ou pas cet accord. C'est ainsi que nous fonctionnons et l'augmentation régulière du nombre de syndiqués valide notre démarche CGT. Bien évidemment, les luttes que nous menons et que nous avons menées nous ont donné du crédit, car seule la lutte paye. Seule la lutte paye dans cette société sointante d'économie libérale. Un grand nombre de salariés réalisent chaque jour, dans la douleur et à leurs dépens, que le monde du travail n'est pas une histoire d'amour à la base. Des licenciements boursiers, économiques, abusifs, les délocalisations, la sous-traitance, la précarité, les mutations abusives, entre parenthèses, merci Lani, toutes les formes de harcèlement, de discrimination sont là pour nous le rappeler. Malgré toutes les tartes journalières que nous donne ce système et ces chiens de garde, anciens ou nouveaux, nous avons vu le film, nous nous renforçons grâce à notre démarche CGT, grâce à nos valeurs et grâce à notre volonté de transformation de la société. Tout n'est qu'un débat d'idées et doit le rester. Nous sommes toujours debout et pleins d'espoir. Nous ne nous laissons pas aller au fatalisme malgré la morosité ambiante et malgré cette sombre période où la gangrène brune tapis dans l'ombre attend son heure pour imposer son totalitarisme à la classe ouvrière et à la société dans son intégralité. La problématique n'est évidemment pas l'immigration, mais la répartition des richesses. Quand 10% de la population mondiale détient 80% des richesses mondiales, nous ne pouvons pas aller vers le progrès social. C'est pour cela que nous savons que nous allons devoir lutter toute notre vie, car seule la lutte paiera pour arriver à une société plus juste, et cela à travers la démarche et les valeurs de la CGT. Vive la CGT et tous ensemble, hey, hey. J'annonce Ludovic Bouvier de la région Nord-Pas-de-Calais et se prépare Juvénal Turpin du syndicat Renault Truck. Camarades, l'orientation engagée ces 15 dernières années avec la stratégie du syndicalisme rassemblé nous a conduit à des échecs successifs sur tous les grands enjeux nationaux, sécurité sociale, retraite, emploi, salaire. Cette orientation est-elle adaptée à l'attente et aux besoins des travailleurs? Au regard des résultats, nous ne pouvons évidemment pas le penser. Il ne suffit pas de faire le constat de la casse des acquis sociaux, générés et impulsés par le patronat et les gouvernements successifs, au service du capital. Il nous faut nous poser rapidement les questions de fond sur l'orientation. Comment peut-on prétendre impulser les luttes avec des journées d'action tous les 6 mois? Comment peut-on prétendre au tous ensemble en mettant dans les rues un jour les salariés du public, un jour les salariés du privé, un jour les retraités? Comment peut-on prétendre gagner les grands enjeux nationaux en laissant lutter les salariés dans leur entreprise sur des revendications qui méritent d'être fédérées? On peut effectivement féliciter les salariés et nos camarades de Florange, d'Aulnay et bien d'autres, parce que nos camarades dans les syndicats luttent et se battent chaque jour avec les travailleurs pour défendre leurs intérêts. Il est nécessaire
et indispensable de fédérer et d'impulser les luttes puissantes et durables pour l'emploi, les salaires, les retraites, les conditions de travail. L'orientation et la stratégie de lutte engagée ces 15 dernières années plongent nos camarades et les travailleurs dans le désarroi le plus total. Le manque de perspective dans les luttes, qui devraient être fédérées au niveau national, combiné aux attaques sans précédent du capital et du gouvernement, amène les travailleurs et les couches populaires à s'abstenir massivement aux élections politiques et pire encore, voter contre leurs propres intérêts en votant pour l'extrême droite. On ne lutte pas contre l'extrême droite et le fascisme avec des seuls mots, camarades. Seules les luttes puissantes et durables, construites et fédérées, pourront faire reculer le FN. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité. Il est désormais temps qu'un débat national soit engagé rapidement avec l'ensemble de nos organisations syndicales à tous les niveaux, syndicats, UP, UL, UD, FEDE, Confédé, sur une réelle autocritique sur l'orientation et la stratégie de lutte de ces 15 dernières années. Il ne suffit pas, ou il ne suffit plus de dire que c'est difficile, qu'on n'appuie pas sur un bouton. Il faut y aller, on n'a plus le choix, camarades. Il faut avoir la volonté d'engager et de fédérer les luttes au niveau national et remettre en marche la machine CGT sur des revendications de classe comprises par l'ensemble des travailleurs. La CGT n'appartient pas à quelques-uns qui voudraient en faire une institution avec pignon sur rue. La base doit s'exprimer et dire que ça suffit maintenant. Camarades, la CGT est et doit rester un outil de lutte au service des travailleurs. Merci, camarades. J'appelle Juvénal Turpin et se prépare Patrick Boutruy du syndicat Métal Condel-Noireau. Donc voilà, je suis du syndicat Renault Trucks à Bourg-en-Bresse. Donc je voulais intervenir pour parler un peu de la situation. Depuis, tout le monde est baigné dans la crise économique, nous y compris. Vous avez dû entendre dans la presse que nous sommes actuellement sous le coup d'un PSE, donc avec 508 suppressions de postes de CDI et 1300 suppressions avec les consultants et tout ce qui va autour. Donc je voulais dire qu'il fallait garder un message d'espoir pour les salariés, c'est-à-dire continuer à lutter quand même, pas perdre, pas se dire bon bah c'est de la cause de la crise et tout ça, puisque nous, à force d'avancer, on s'est aperçu que en réalité c'était plutôt le coût du capital et puis les nouvelles organisations de travail en fait qui plombaient. Donc je voulais dire à l'ensemble des salariés de la métallurgie qu'il fallait lutter contre tout ce qui était lean manufacturing, tout ce qui était en fait nouvelles conditions de travail, lean orga et tout ça, puisque une fois que le verre est dans le fruit, c'est mauvais signe pour l'emploi. Pour exemple, nous, on est 1400 salariés maintenant en CDI à Bourg, alors qu'on était plus de 2000 il y a 5 ans. Entre-temps, sous couvert de crise, on a fait des formations financées par les gouvernements, par les régions, le département, qui soient de droite ou de gauche, pour améliorer la productivité. Je pense qu'améliorer la productivité, c'est aussi, supprimer de l'emploi. On est de plus en plus, c'est pas en travaillant plus et en produisant plus par personne qu'on va réussir à sauver le marché de l'emploi. Et surtout, on nous masque les dérives. Donc, j'amène tout le monde à réfléchir sur le lean manufacturing, à lutter contre, et puis à demander, à être formé pour savoir ce que c'est. Il y a des élus qui sauront vous renseigner. Et donc, je pense que dans l'avenir de la CGT, de la FEDE et tout ça, il faut inclure ces mauvaises conditions de travail, ces mauvaises méthodes, et puis lutter contre. Voilà. Eh bien, vive la CGT et puis vive le 40e congrès.
J'appelle Boutrouille Patrick et se prépare Vido Marion. Et je vous demanderai à chaque intervention de vous représenter et de donner le nom de votre syndicat. Merci. Bonjour, je m'appelle Patrick Boutroy, ex-Onéwell, ex-Allier de Signal, ex-Valeo, ex-Ferrodo. L'entreprise où je travaillais en 87, on était 2000. À l'heure actuelle, on est 0. La boîte a été délocalisée en Roumanie avec des fonds européens. Moi, je me bats aujourd'hui pour les travailleurs de l'amiante. Nous attendons toujours une justice pénale en France comme celle qui a eu lieu en Italie. Nous avons réussi depuis 7 ans avec notre bataille menée à l'UL de Condé-sur-Noireau pour les personnes dont la boîte avait fermé avant leur départ en ACATA pour la cessation anticipée amiante. Donc on a réussi à leur faire gagner en moyenne entre 900 et 1000 euros alors qu'avant ils n'avaient que le RSA. Nous nous battons aussi pour le préjudice d'anxiété. En ce moment, nous avons gagné l'équivalent de 1 000 euros, mais de 8 000 euros, mais on continue la bataille parce qu'il y a certains endroits, ils ont gagné 16 000 euros. Donc on continue la bataille. Nous nous battons aussi pour notre perte de salaire. On a perdu 35% quand on perd en ACATA. Pour moi, ce n'est pas normal. La loi constitutionnelle dit que quand on part en maladie professionnelle ou en accident de travail, on ne doit rien perdre. Donc, en moyenne, on a perdu pas mal de pognon, donc on réclame notre dû. Attendez, je suis perdu. Nous demandons aussi, pour toutes les personnes qui ont travaillé dans des lieux où l'amiante était omniprésente, comme dans les fonderies, dans les garages, ils ne sont pas reconnus pour des départs à cata, alors qu'ils ont manipulé l'amiante indirectement et sont malades comme nous. Chez nous, à Condé-sur-Noireau, nous perdons entre 50 et 60 camarades par an de moins de 62 ans. Donc pour moi, mon départ, il arrive, j'ai 58 ans, donc dans 3, 4, 5 ans, je serai peut-être dans le trou. Donc c'est difficile. Donc vive la CGT et il faut continuer à se battre et essayer de monter un collectif amiante national pour qu'on puisse se battre correctement. Merci beaucoup. J'appelle Vido Marion du syndicat Renault-Craser et se prépare Alain Georget. Bonjour les camarades, je m'appelle Marion, je suis délégué syndical chez Renault-Craser, concession automobile dans le Bas-Rhin. J'ai rejoint la CGT suite à une dépression due au harcèlement sexuel, verbal et moral que j'ai subi en 2009. L'USTM, forte de son expérience dans le domaine des patrons antisyndicalistes, m'a apporté tout son soutien lors de mon licenciement qui avait été autorisé par l'inspection du travail. Donc je rectifie juste un petit peu, Marie qui avait malheureusement peut-être pas interprété correctement pour le journal du 2 juin. C'était sur la première page, donc je souhaite juste faire cette rectification parce que c'est quand même important. Cela malgré un mandat de délégué syndical que j'avais. Donc l'inspecteur a autorisé mon licenciement. Le service juridique de l'USTM m'a écouté, ce qui m'a permis de me reconstruire. Nous avons ensuite décidé d'attaquer la décision de l'inspecteur du travail au TGI de Strasbourg. Suite au jugement rendu en notre faveur, nous avons demandé ma réintégration après 2 années de combat. En 2012, 1 an après ma réintégration, nous avons eu les élections des DP et CE, où j'ai été élu titulaire au CE. La CGT était la seule liste syndicale. Les garages sont les domaines où il est difficile de s'implanter syndicalement. Pour preuve, le dernier exemple en date, le garage Schwartz, racheté groupe Bayer, où nous avons un délégué syndical qui, depuis les élections des PCE de début d'année, fait l'objet de discrimination syndicale malgré ses 20 années d'ancienneté. L'intérêt de créer un collectif garage, comme l'a expliqué Sandra, ma collègue d'Alsace, a pour but de regrouper toutes les personnes isolées, les informer sur leurs droits. Pour faire vivre ce collectif, il faut travailler en lien avec les UL et les UD. Nous devons susciter une culture syndicale totalement inexistante dans ce milieu. Il est impératif de décomplexer ces personnes isolées qui se contentent du peu qu'on leur laisse sans demander à obtenir d'autres acquis.
Oui, décomplexé. Depuis que nous entendons parler de la crise, nous avons pu constater que la définition de ce mot n'est pas la même pour le patronat que pour les salariés. S'il y en a un qui n'est pas complexé, c'est bien lui. Et pourtant, à travers les différents témoignages des camarades nous nous rendons compte que les bénéfices restent conséquents. Je suis contente et fière d'assister à ce congrès, et plus encore en tant que représentante de la gente féminine, malheureusement trop peu représentée encore. J'appelle Alain Georget et se prépare Boulet David du syndicat Eurofoil France. Bonjour à tous. Alain Georget du syndicat des chantiers navals de Saint-Nazaire, STX. Je prends la parole après les camarades à la fois de Saint-Nazaire et de Lorient de STX qui ont évoqué un certain nombre de problèmes, mais je voudrais évoquer un sujet particulier qui maintenant est loin d'être marginal, celui des travailleurs détachés, et en l'illustrant avec la situation qu'on a au chantier de Saint-Nazaire. Et en particulier, évidemment, pour parler de ce problème, qui est un truc qui pourrit méchamment la vie, qui est le problème de la concurrence non seulement sociale, mais la concurrence nationale que nous imposent les patrons donc, sur nos lieux de travail. Donc, au chantier naval de Saint-Nazaire, on est aujourd'hui 800 ouvriers, 800 techniciens et 600 cadres en fixe pour la maison mère. Pour mémoire, il y a moins de 10 ans, on était 3000 ouvriers. En réalité, l'essentiel du travail ouvrier maintenant est sous-traité. Sous-traité d'abord avec des boîtes sous-traitantes du coin qui avaient l'habitude de bosser au chantier naval et de plus en plus donc avec des travailleurs détachés. Et le nombre de travailleurs sous-traitants dans cette entreprise peut aller jusqu'à 4000, essentiellement des ouvriers, puisque l'encadrement est essentiellement donc, par la maison mère. Et donc, c'est souvent les uns sur les autres, quelle que soit notre nationalité, qu'on travaille pour fabriquer donc, cars ferry et paquebots. Alors, il y a une dizaine d'années de ça, c'était le début du processus, et nos patrons qui débutaient un petit peu en la matière, sont fait prendre quelquefois la main dans le pot de confiture et notre syndicat a pu participer, je crois, assez efficacement aux luttes de travailleurs roumains pour les simples droits à la dignité dans le logement, à des salaires qui correspondent un tant soit peu à ce qui est payé en France. Mais depuis, il y a de l'eau qui est passée sous le pont et nos donneurs d'ordre ont une liste d'intermédiaires un peu moins mafieux, en tout cas des gens un peu mieux documentés par rapport à la législation du travail français, et qui effectivement arrivent à contourner, puisqu'elle est facilement contournable la loi là-dessus, pour exercer cette concurrence. Pour mémoire, je rappelle brièvement comment ça peut se passer. Le premier avantage pour les patrons, c'est que les cotisations sociales de ces travailleurs détachés, elles sont payées dans le pays d'origine et sur une partie minime du salaire. La deuxième condition, c'est que c'est des gens qui viennent travailler ici, en déplacement et en très grand déplacement, de pays du sud ou de l'est de l'Europe assez pauvres, et que les gars, ils se déplacent pour faire le maximum de galettes en donnant un maximum. Donc sur les conditions de travail, ça se voit tout de suite. Mais surtout, avec le SMIC officiel, parce que des fois, il y a autre chose que de l'officiel, payé sur la base mensuelle, on a des travailleurs qui font 50 ou 60 heures par semaine pour le SMIC mensuel. Et c'est par là le gros du contournement de la législation. Et ça, nos patrons le savent très bien, et quand on les interpelle, ils sont capables de nous dire, ils embauchent à 6 heures, ils débauchent à 18 heures, mais s'ils veulent mettre 3 heures pour bouffer le midi, c'est leur droit après tout. Voilà comment ça se passe. Alors, ce que je veux dire par là, on a un vrai problème, on a des capacités d'intervenir, même si c'est un petit peu difficile, mais c'est un débat aussi dans notre syndicat au chantier de Saint-Nazaire, et je pense aussi dans l'ensemble des structures, c'est que pour contrecarrer ces attaques-là, moi je pense que tout ce qui est sur le terrain,
du nationalisme, de près ou de loin, eh ben ça nous empoisonne et ça ne contribue au bout du compte qu'à renforcer la division entre travailleurs. Même quand on entend parler de patriotisme économique, de marché franco-français, etc., on amène le problème sur un terrain qui est un terrain contraire aux intérêts des travailleurs. Et moi, j'ai bien entendu Philippe Martinez hier qui nous parlait d'internationalisme. Et je crois que c'est une des valeurs fondamentales du mouvement ouvrier et qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie ça, parce que sinon on sera entraîné par ceux qui seront même beaucoup plus forts que nous sur ce terrain-là, l'extrême droite évidemment, qui n'est pas le terrain des travailleurs. Et comment? Mais forcément, parce que c'est un terrain qui leur est favorable, comme à celui du patronat. Nous, travailleurs, moi je crois que notre intérêt, il est commun par-delà les frontières, et c'est ça qu'il faut qu'on défende, et c'est ça qui nous permettra de nous en sortir, et j'insiste que ça ne soit pas simplement un slogan, que ça soit aussi la réalité de nos pratiques quotidiennes. J'appelle David Boulet et se prépare Kamango Batesele, du syndicat Relais Total. Bonjour à tous, David Boulet, délégué syndical CGT Eurofol France à Rugles. Donc on travaille dans la transformation de l'aluminium. Donc il y a environ 2 ans, nous avons été lâchés par un gros groupe, Novelis. Et donc on a été repris par IAC, c'est un fonds d'investissement américain. Donc je pense que j'apprends à personne ce que c'est. Et donc avec 2 autres sites, dont un au Luxembourg et un en Allemagne. Donc sous le même nom, Eurofol, mais nous sommes totalement indépendants. Lors du rachat, il y avait un projet d'investissement pour une 3e coulée continue sur notre site, afin d'être autonome en appro de la matière première, mais l'actionnaire ne voulant pas mettre de billes. Cela est tombé à l'eau, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté, mais nous avons le sentiment que notre direction n'a aucun projet industriel concret. Il prévoit un plan sur 3 ans, avec la suppression de 60 personnes, dont 20 personnes par an, ce qui est réparti en 9 départs volontaires, donc rupture conventionnelle, et 11 départs en retraite non remplacés. Ce sont nous les ouvriers qui trinquons, car depuis 2 ans, nous n'avons pas eu d'AG. Et en octobre 2013, la direction a dénoncé les usages et les accords, et nous demande encore de faire des efforts tout en perdant nos acquis. Par contre, nous avons énormément de mal à mobiliser, car seule la CGT mène le combat face à la direction, avec le soutien de l'USTM 27 et 61. Vive la CGT, vive le 40e congrès. J'appelle Batesele, Kamango, voilà. Présent. Et se prépare Sabrina Bidot, oui, du syndicat CGT GFF. Oui, merci pour la parole. C'est bien Batesele Kamango. Je suis le délégué syndical de la CGT Relais Total. La CGT Relais Total, c'est pour l'entreprise Proseca. Proseca, c'est une entreprise de gestion directe des stations-service Total. Pour un aperçu, juste parce que je ne vais pas pernicher par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui, pour un petit aperçu, à la création de la société Proseca, il y avait un effectif de 2400 salariés. À ce jour, il n'en reste plus que moins de 800, pour voir comment la situation difficile que nous sommes en train de vivre dans nos entreprises respectives. En ce qui concerne l'intervention, il ne faut pas considérer que c'est une intervention, c'est un aveu de chèque ou d'impuissance. Non, puisque nous saisissons de cette opportunité pour nous reconstruire et d'autant plus faire l'évaluation et puis nous projeter par rapport à des orientations dont nous venons d'attendre. Nous avons suivi un peu depuis hier les déclarations des camarades. Il n'y a que les constats pour cibler nos ennemis, notamment les capitales, en complicité avec
les lobbies financiers et les technocrates de Bruxelles avec leurs directives. Aujourd'hui, les politiques n'existent plus, hein, de tous bords, hein, de toutes tendances, ça n'existe plus. Et nous, au niveau syndical, je pense que nous restons la seule référence par rapport aux salariés. Bien que nous subissons dans nos entreprises des situations très compliquées, mais on voit quand même le dessus. Nous contactent toujours lorsqu'ils se retrouvent dans des situations de détresse. Alors, ma question, c'est surtout par rapport à la construction que nous souhaitons apporter pour un lendemain meilleur en ce qui concerne la vie des salariés. Donc, j'ai des interrogations déjà par rapport à cette reconstruction, par rapport au salaire, puisque la CGT avait élaboré déjà, surtout dans notre fédération, une grille salariale de 1500 salaires minimum. Après, ça a été rehaussé à 1600, aujourd'hui on est à 1700, sans pour autant qu'au niveau de nos entreprises, ça soit, comment dirais-je, appliqué. Alors, la question est de savoir comment nous allons mettre en place cette revendication importante, parce que ça dépend du pouvoir d'achat des salariés. Comment nous allons construire ça et mettre en place? Pour la simple raison, nous avons des négociations dans nos entreprises, des négociations beaucoup plus salariales, où on voit que un délégué syndical signe une augmentation de 1%, une augmentation de 2%. Imaginez-vous, en numéraire, ça constitue quel montant? Si nous prenons dans nos entreprises de bas salaire, où les salariés perçoivent au maximum 1000 €, lorsqu'on tient compte de 1%, ça représente 10 €. Si on va un peu plus loin, les doubles, 2%, ça représente 20 €. Est-ce que nous pensons qu'avec ces augmentations que nos organisations syndicales, nous allons souvent signer par rapport aux négociations, avec ça que les salariés nous feront confiance? Donc c'est juste une interrogation et je laisse à l'appréciation du Congrès de voir comment nous pouvons travailler pour réorganiser nos revendications. Je vous remercie. J'appelle Sabrina Bidot et se prépare Odile Coquereau du syndicat Thomson. Sabrina Bidot, déléguée du personnel de l'entreprise GFF située dans le Rhône, cédée au groupe Beger par Carrier en 2009. Beger est un groupe suédois coté en bourse. GFF est dans le secteur du froid et de la climatisation, dont 95% de sa clientèle est située en France. Numéro 1 dans son secteur d'activité, l'entreprise distribue des millions de dividendes, mais aussi rémunère les salariés au niveau du SMIG. Le 15 mai dernier, GFF a vécu une situation tout à fait inédite dans toute l'histoire de l'entreprise. 80 camarades, dont les secrétaires des USTM et de l'Union départementale, mais aussi plusieurs salariés de l'entreprise, malgré la pression exercée par la direction sur eux le matin même, étaient rassemblés devant GFF. Rassemblés pour les augmentations de salaire, pour une autre répartition des richesses de l'entreprise, mais plus de justice sociale, mais aussi par solidarité avec notre délégué syndical, Gabriel Bussy. Depuis 2009, notre camarade a subi un nombre démesuré d'exactions, tentatives de licenciement, injures, retenues sur salaire, envoi de lettres recommandées, dont le nombre doit se porter à peu près à 40. Des sanctions disciplinaires farfelues mises en demeure. La direction poussant la bassesse jusqu'à organiser un déjeuner avec l'ancienne compagne d'un élu CGT, ceci dans le but d'obtenir d'éventuelles informations compromettantes ou encore, lors des dernières élections professionnelles, d'éliminer toute forme de représentativité de la CGT en manipulant la répartition des salariés dans les différents collèges afin de réduire le nombre de sièges à pourvoir de manière illégale. Mais Gabriel a résisté et résiste encore, avec néanmoins des conséquences sur sa vie privée. À travers Gabi, c'est bien la CGT qui est visée, ses valeurs, son intégrité à combattre l'injustice et l'intérêt de l'ensemble des salariés. Sa volonté à s'opposer à la politique antisociale et de management de GFF, la répression syndicale est un élément omniprésent dans les relations de travail.
Pourtant, elle est ignorée, tuée, écartée, admise par le patronat évidemment, mais aussi par les législateurs. La discrimination syndicale porte atteinte au syndicalisme. Elle vise à instaurer un climat de peur, à éviter des implantations et expressions syndicales. Porter atteinte à un délégué syndical et à un syndiqué en le discriminant, c'est discriminer toute la CGT. Faire de la discrimination syndicale, c'est porter atteinte à la démocratie, à l'égalité femmes et des hommes. Le syndicalisme est aujourd'hui fondamental, plus encore dans la société dans laquelle nous vivons, où les salariés, face au désespoir, aux difficultés économiques, se tournent vers les extrêmes, comme le montrent actuellement les dernières élections. La CGT a toujours porté haut ses valeurs de défense des salariés et de leur intérêt collectif. Nous avons besoin d'une CGT forte, capable d'exprimer des revendications des salariés, capable de mettre sur la table la question de progrès social, capable de ne pas se résigner à des négociations où l'enjeu est de perdre le moins possible les acquis durement obtenus par les générations précédentes de syndiqués et de salariés. Les militants et les militantes CGT qui résistent sur le terrain restent isolés, avec souvent pour seule issue le recours juridique. Mes collègues ont peur de se syndiquer à cause de cette persécution. Même ceux qui sont syndiqués, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont syndiqués. Ce déni démocratique doit cesser. Nous avons besoin d'une campagne publique pour ce droit essentiel à l'expression et à la revendication. Nous demandons qu'une motion soit adoptée lors de ce congrès afin d'apporter notre solidarité à l'ensemble de nos camarades qui sont discriminés par leurs engagements syndicaux et de condamner toute forme de discrimination dans les entreprises. Quand un militant ou une militante de la CGT est attaqué, c'est toute la CGT qui l'est. Merci à toutes. Okay. J'appelle Odile Cocro et se prépare Thomas Baudouin du syndicat PSA. C'est bon, oui. Bonjour à tous, donc je suis Odile Cocro, je suis également une ex Thomson Angers, qui a été de cette entreprise qui a compté jusqu'à 3000 salariés et qui a donc été liquidée fin 2012. Juste un petit rappel quand même, depuis des années, le groupe a essayé de nous vendre, de nous céder, de nous donner, et ce, dès 1996, avec le fameux projet Juppé, qui voulait céder l'entreprise pour 1 franc symbolique à la société Daewoo. Durant toutes ces années, les salariés se sont battus, les salariés ont relevé la tête, pied à pied, nous avons réussi à chaque fois. 2003, 2005, 2008, 2012. Alors effectivement, à un moment donné, ils finissent par y arriver. Fin 2012, Thomson a réussi à nous mettre de façon artificielle en cessation de paiement. D'où la liquidation qui en a suivi fin 2012. Pour un transfert des productions au Vietnam, hein, non pas parce qu'il n'y avait plus de production. Quand même le signaler. 350 licenciements en ont découlé. Alors oui, ils y sont parvenus. Mais il faut positiver aussi de temps en temps. Ça fait du bien. Les salariés, je l'ai déjà dit, ont relevé la tête, ils ne se sont pas laissés faire. Nous avons quand même gagné 16 ans de travail grâce à la lutte. Depuis, grâce à notre action qui a continué, le site a été acheté par l'agglomération angevine, c'est-à-dire les bâtiments et l'outil de travail, dans le but de réindustrialiser ce site. Et là, effectivement, c'est une bagarre qui commence, bagarre difficile, mais obligatoire. Et pour les salariés, la réindustrialisation de ce site à Angers serait une sacrée victoire. Néanmoins, le bilan que l'on peut en tirer, c'est que oui, les salariés se sont mobilisés, mais ils se sont heurtés à la non-volonté du gouvernement actuel de faire en sorte que ces situations ne soient plus possibles. Lorsque l'on veut s'attaquer à un mur, on ne prend pas une petite cuillère pour le détruire, on prend des outils efficaces. Et cela s'appelle des lois qui empêchent les patrons de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et ce n'est pas la loi Florange dont il s'agit. Ce sont des véritables lois qui contraignent au maximum ces patrons qui font n'importe quoi au détriment des salariés. Pour cela, il est clair
que l'on ne peut compter que sur nous, que par la lutte, pour contraindre ce gouvernement et ceux à venir à faire en sorte que le développement de l'industrie soit une réalité, non pas un slogan, faire en sorte que le patronat soit moins arrogant et au regard des cadeaux qui lui sont faits aujourd'hui, ils le sont de plus en plus. Attends, pop, c'est bon. Cela passe par un rapport de force qui ne se décrète pas effectivement, mais qui se construit, non pas artificiellement, mais bien partant de nos boîtes. Et c'est ce qui nous anime et doit nous animer, c'est notre responsabilité CGT. Dans le débat depuis ce matin, des questions telles que la fédération des luttes, de ces perspectives ont été posées. J'espère que d'ici la fin du congrès, des perspectives et des pistes de réflexion seront apportées, car nous en avons besoin, le monde du travail en a besoin. Et je suis désolée, mais ce n'est pas l'intervention de Thierry tout à l'heure qui a apporté des réponses. Donc, je termine, je retrouve mon petit papier, c'est le bazar, voilà. Donc, que la lutte continue, tous ensemble, que la lutte s'amplifie, tous ensemble pour que le monde du travail reprenne enfin espoir et pour que la peur change de camp. Je vous remercie. J'appelle Thomas Baudouin et se prépare Laurent Masson du syndicat Nomel Lizy Automotive. Thomas Baudouin, PSA 7 Fonds, une petite fonderie dans une grande prairie en Auvergne. Je vais seulement m'arrêter sur un point qu'a développé Philippe Martinez dans son rapport sur la démarche démocratique. J'apprécie déjà la volonté d'aller à une consultation des syndicats sur les suites à donner ou pas de cette journée de juin décidée par la Confédération. Il est dommage que celle-ci, la Conf, n'ait pas aussi pris en compte le besoin d'une démarche démocratique participative plus tôt, que cette démarche délégataire qui nous cantonne comme les autres syndicats ou partis politiques à décider à la place d'eux. Et je crois que c'est aussi cela que les citoyens de notre pays ont sanctionné durant les élections par leur abstention. Donc, le lendemain de la manif, les syndicats sont invités à consulter eux-mêmes leur base. Les syndiqués, soit les élus, soit les salariés. Il faudra, et je pense que c'est impératif, insister pour avoir les retours et aussi avoir le retour de la Fédé sur les résultats des consultés. Et cela malgré le peu de réponses qui risquent de nous parvenir les premières fois, on le sait. L'exercice démocratique est aussi délégataire dans nos syndicats. Donc, nous devrons insister et consulter de manière régulière avant que cela rentre dans les habitudes. Par cette démarche, cela poussera nos syndicats à sortir du sol institutionnel qui prend beaucoup de place dans notre vie syndicale. On parle plus souvent en réunion du CE, CHSCT, CCE et autres que des décisions à prendre dans la CGT. Cela évitera d'ailleurs les critiques sempiternelles de « mais que fait la conf ?» Là, c'est nous qui devons décider la base. Alors j'invite vraiment tout le monde à mettre en place dans son organisation une communication qui soit encore plus efficace et rapide. C'est comme dans les boîtes, quand on consulte les salariés et que l'on ne donne pas de résultats, ils ne nous font pas forcément confiance. Voilà, merci. J'appelle Laurent Masson et se prépare Jean-François Marchal du syndicat ArcelorMittal. Bonjour à tous et à toutes. Donc Laurent Masson, salarié à Nomel Lizy Automotive à la Ferté-Fresnel dans l'Orne. Nous sommes 280 salariés. On est principalement sous-traitants de Peugeot et Renault. Suite au NAO de fin avril 2014, une grève s'est déclenchée car nous n'étions pas satisfaits. 3 jours de grève se sont suivis avec 75% des salariés qui ont suivi, donc très bien, avec un blocage complet entrée et sortie des pièces. Au bout du 2e jour, 12 personnes ont été assignées au tribunal d'Argentan, et dont une personne n'était même pas présente sur le site, le jour de grève.
Et au bout du 3e jour de blocage, nous avons obtenu 35 € d'augmentation générale brute et une prime de 100 € sur la prime de vacances. Et jour de grève récupérable qui avait été déjà enlevé sur la paye d'avril. Donc cela prouve que lorsque les salariés se mobilisent en masse, cela peut changer les choses. Merci. J'appelle Jean-François Marchal et se prépare Pascal Lemanache du syndicat Renault-Cléon. Oui, alors d'abord un salut fraternel de la part de notre syndicat à l'ensemble des congressistes, des invités, des bénévoles et des délégations étrangères. La deuxième, je profite de l'occasion pour remercier la fédération et en particulier Philippe et Bernard Dever qui, dans notre action, ont apporté un soutien important. Et pour terminer sur cet aspect-là, je profite aussi pour remercier le collectif Formation syndicale qui nous a aidés à construire dans notre syndicat un plan formation syndicale. Alors, je viens d'ArcelorMittal Florange. Tout le monde a entendu l'action qu'on a menée pendant des mois pour la défense du site de Florange et en particulier sa filière liquide, c'est-à-dire ses hauts fourneaux. Ça a permis, cette action, que la sidérurgie ça soit pris comme une industrie indispensable à toute politique industrielle dans le pays, puisque je rappelle, quand il y a eu les assises organisées sur l'industrie par l'ancien gouvernement, ce gouvernement avait refusé d'intégrer la sidérurgie parce qu'il ne considérait pas comme un élément indispensable à la politique industrielle. Alors, notre bataille, premier constat, c'est que le gouvernement Hollande a cédé à Mittal en acceptant un accord qui prévoit la mise sous cocon de la filière liquide de Florange. Pour autant, notre site, il est encore sur place. Il y a quand même, entre les salariés d'Arcelor-Florange plus les sous-traitants, entre 2500 et 3000 personnes. Ce n'est pas négligeable, parce qu'on pourrait penser, parce qu'une partie de l'usine est fermée, il n'y a plus rien qui tourne, mais la réalité, elle est là. Cette capitulation du gouvernement, elle s'est faite malgré un rapport commandité par lui-même, qui s'appelle le rapport Faure, malgré le rapport de Secafi qui a été commandité par le comité central d'entreprise, et malgré les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire initiée par le groupe Front de Gauche, qui stipulait que la sidérurgie a de l'avenir, le site de Florange a de l'avenir dans sa configuration d'entreprise intégrée, c'est-à-dire de la filière liquide à la transformation des produits froids. Pour autant, ça a amené cette capitulation au résultat des élections qu'on a vues dans notre vallée de la Fench, où pour la première fois, il y a un maire Front National dans la ville d'Ayanche, la ville du berceau de fer. Il y a énormément d'abstention des salles. Alors je ferai quand même un petit quitus sur l'affaire des résultats. Alors si c'est vrai que les sondages précisent qu'il paraît que 40% des ouvriers ont voté Front National, il y a quand même 60% des ouvriers qui n'ont pas voté Front National et beaucoup d'ouvriers se sont abstenus. Par contre, un petit lueur d'espoir, c'est que le Front de Gauche, dans notre circonscription, a quand même progressé de 5000 voix. Hein. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un petit lueur d'espoir. Parce qu'on aurait tort de penser que le syndicaliste, il n'a pas besoin de politique et de prolongement politique. Si on veut transformer la société, on a besoin de syndicalistes forts, mais on a besoin aussi de représentants politiques pour transformer cette société. Cette bataille, elle a aussi amené des reculs de la part de Mittal. La première, c'est qu'on a, il faut le rappeler, on a obtenu de Mittal qu'il investisse 180 millions sur 5 ans. La deuxième, c'est qu'on en a maintenu nos 3 filières industrielles. Les filières industrielles sur Florange, c'est la filière automobile, les produits les plus nobles. Quand vous voyez une Audi, une BMW ou alors une Mercedes, vous pensez qu'une partie de ces voitures nobles est fabriquée à base de produits venant de Florange, puisque une partie, les clients de Florange sont en partie les automobilistes allemands. Donc pensez à ça. Deuxièmement, la filière industrie. La filière industrie, dans sa grande majorité, c'est la filière bâtiment. Et troisièmement, la filière packaging, c'est-à-dire boîte de boissons, boîte de conserve, boîte pour mettre de l'huile, tout ce qui touche au packaging. Ça, c'est gagné dans le maintien.
Autre élément qui est important dans ce qu'on a obtenu, c'est que la filière liquide, elle a été mise sous cocon. Elle n'est pas à l'arrêt. C'est-à-dire que dans 5 ans, en fonction de la relance, en fonction des évolutions technologiques, elle peut redémarrer. Nous, la CGT, on croit et on continue à se battre sur cet aspect. Aucun licenciement, ce n'est pas non plus négligeable. Alors c'est vrai qu'il y a eu des conséquences sur les sous-traitants, parce que la particularité de notre syndicat, c'est que nous avons un syndicat de sites, donc on doit défendre tout le monde. Pour aller plus vite sur l'unité syndicale, je termine sur l'unité syndicale. Moi, je pense qu'il n'y a pas à opposer le syndicaliste rassemblé et le syndicaliste CGT. Je crois que c'est complémentaire. Et personne n'a fait la preuve aujourd'hui que seul, on était capable, dans nos boîtes, de mener la bataille, tant locale qu'au niveau national. Je suis obligé de terminer sur un truc, c'est que le rapport de force, bien sûr, il a été obtenu avec une CFDT costaud, hein, une alliance au niveau du CE entre la CFDT et la CGC, et puis une présentation par les médias, camarades, comme quoi que le porte-parole des sidérurgistes c'était Martin, alors que Martin n'était pas le porte-parole des sidérurgistes, mais était le porte-parole de la CFDT. Et pour terminer, on a construit un plan formation qui a été initié par notre camarade et délégué qui est présent au truc, Frédéric Maris, et qui s'appuie sur la formation des jeunes, sur la formation des élus CE dans le cadre des futures élections et sur la création d'un collectif jeune. Merci. Merci. Excusez-moi. J'appelle Pascal Lemanache et se prépare Marie-Laure Cordini du syndicat ST Microélectronique. Bonjour à tous, camarades. Alors, je m'appelle Pascal Lemanache et je travaille à l'usine Renault-Cléon, une usine qui produit des moteurs et des boîtes de vitesse pour l'ensemble du groupe Renault. Je voulais intervenir sur ce que nous vivons à l'usine et sur les discussions que nous avons dans notre syndicat. Donc, dans l'usine, en 2013, la direction de Renault nous a imposé un accord dit de compétitivité, un accord qui impose la suppression de 8260 emplois, un quasi-blocage des salaires jusqu'en 2016 et la suppression de 21 jours de RTT. Ce qui fait qu'on va travailler un mois de plus par an gratuitement. Donc c'est la fin des 35 heures, en tout cas en production. Mais comme vous le savez, cela ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Nous avons fait plusieurs jours de grève, ce que nous n'avions pas vécu depuis très longtemps. Mais nous n'avons pas eu le rapport de force nécessaire à l'usine, comme sur l'ensemble du groupe Renault, pour faire reculer la direction. Mais cette lutte a été malgré tout un moment de lutte importante. On n'avait pas vécu ça depuis de fortes longues années. Et c'était un moment vraiment de solidarité entre les militants et les travailleurs. Depuis, nous avons gagné les élections professionnelles à l'usine en faisant 52%, tout collège confondu. Tout cela pour dire que notre syndicat est un syndicat composé de militants qui sont implantés dans les ateliers, dans les services. Ce sont des militants combatifs. Et pourtant, là aussi, comme un peu partout, eh bien, la démoralisation, elle pèse. Elle gagne de plus en plus de travailleurs et surtout, j'allais dire surtout, mais en plus, des militants de notre syndicat. Par exemple, on est de moins en moins nombreux à venir dans les manifestations. Et cela pose vraiment débat et discussion dans notre syndicat. Parce que pour quand même un certain nombre de militants, il y a quand même un problème de perspective de la part de la direction de la CGT. Alors c'est des discussions qu'on a vraiment très souvent. Les camarades ne voient pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un ton plus combatif de la part de notre direction. Pourquoi il n'y a pas une réelle colère contre toutes les attaques du patronat, contre les attaques du gouvernement Hollande, qui sont les mêmes que celles qu'on a subies sous le gouvernement Sarkozy.
un ton qui expliquerait que franchement, avec la situation que l'on vit, il y a une guerre entre le patronat et le monde du travail. Ils attendent, c'est des discussions qu'on a souvent, ils attendent à ce qu'on propose une réponse collective de l'ensemble des travailleurs, pas une réponse entreprise par entreprise. On s'est battu contre l'accord de compétitivité chez Renault. On s'est battu comme dans la plupart des entreprises, on se bat. C'est-à-dire, on se bat la plupart du temps le dos au mur. Et on sait que pour changer le rapport de force, pour changer la situation, pour redonner confiance à l'ensemble des militants, il nous faut toute autre chose. Il nous faut une autre politique. On parle constamment du tous ensemble. Et pourtant, à chaque fois, on nous appelle séparément à manifester. Une fois, c'est la fonction publique. Une fois, c'est les cheminots. Une fois, c'est les hospitaliers. Alors qu'on a tous, mais vraiment tous, les mêmes revendications. Les revendications, elles sont quand même relativement simples pour nous tous. Lutter contre les licenciements, arrêter les suppressions d'emplois, augmenter les salaires, faire en sorte que nos camarades précaires soient embauchés dans les entreprises. Partout, qu'on travaille dans le public ou dans le privé, on a les mêmes revendications. Alors, si on a les mêmes revendications, c'est bien simple. Il faut un plan de riposte de la part de la CGT en s'appuyant sur les militants d'abord, parce qu'on sait bien que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on amènera l'ensemble des travailleurs à se battre. Camarade, je vais te demander de conclure, s'il te plaît. Je termine vite fait. En tout cas, il faut que réellement la CGT, on ait cette politique pour l'ensemble de la CGT, pour l'ensemble des militants, pour changer le rapport de force dans une situation qui est extrêmement difficile pour nous tous. Merci. J'appelle Marie-Laure Cordini et se prépare Fabrice Fargeau du syndicat CGT Valeo. Bonjour, Marie-Laure Cordini du syndicat ST Microélectronics et animatrice du collectif Femmes de la Fédération. Bonjour à tous et à toutes. Lors des assises de l'égalité professionnelle du 25 février dernier, nous avons pu voir l'ampleur des discriminations faites aux femmes. Leur témoignage était éloquent. Discrimination sur les salaires, mais aussi sur les conditions de travail. En effet, en 10 ans, les maladies professionnelles reconnues ont augmenté de 91,9% pour les hommes et elles ont été 2 fois plus importantes chez les femmes, 179,5%. Les femmes sont présentes dans toutes nos luttes. Elles sont partie prenante dans notre activité syndicale. Mais combien d'entre elles sont dans les directions syndicales ? La direction fédérale a bien pris en compte l'importance de la place des femmes à la CGT. Maintenant, c'est aux syndicats de comprendre cette importance. Les femmes, comme les jeunes, comme les ICT, ne viennent pas instinctivement à la CGT. Il faut une vraie volonté de nos instances pour impulser la syndicalisation ainsi que l'implication des femmes dans notre organisation. Pour cela, nous devons connaître leurs revendications, mais aussi les écouter et prendre en compte leurs propos. Nous voyons que quand il y a la volonté, nous pouvons y arriver. Pour exemple, en Isère, à la CE de l'UD, la métallurgie est représentée par 7 camarades, dont 5 femmes. Et pas des moindres. Une est à la CE confédérale, une autre est administratrice générale de l'UD, et la 3e est secrétaire générale. Je voudrais maintenant parler des luttes. Quelles luttes nous voulons? Quels sont les objectifs?
Depuis plusieurs années, nous ne faisons que perdre, ce qui démobilise les salariés, mais aussi nos militants. Nous avons appris dernièrement que la Confédération propose une journée d'action le 26 juin contre le pacte de responsabilité. Mais le but est-il de se compter ou bien de gagner le retrait de ce pacte qui n'est qu'un cadeau au MEDEF? La Confédération ne devrait-elle pas, le soir même des journées d'action, rencontrer au moins toutes les fédérations pour établir un plan de travail afin d'atteindre le but recherché? Ne faudrait-il pas aussi faire ce plan de travail bien en amont afin d'informer et convaincre déjà nos élus institutionnalisés? Les élus institutionnalisés, ce ne sont pas les militants, ce sont des élus d'EP, CE, CHSCT, qui ne vont qu'aux réunions de la direction, mais qu'on ne voit jamais dans les manifestations. Et il y en a. C'est l'importance. Est-ce qu'il ne faut pas, eux, les convaincre de l'importance des luttes pour gagner des droits nouveaux? Je vous remercie. J'ai oublié. Excusez-moi, c'est pour l'apéro gratuit. Donc, et pour détendre le congrès, je voudrais dire, vive la CGT, et comme nous le disons dans l'Isère, vive les métallotes qui ne baisseront pas leurs culottes. J'appelle Fabrice Fargeau et se prépare Jean-Philippe Couchet du syndicat Ratier-Figeac. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Fabrice Fargeau. Donc, je suis secrétaire du syndicat CGT Valéo dans le Puy-de-Dôme à Issoire. Et je suis aussi secrétaire de l'USTM du Puy-de-Dôme. Donc moi, je vais intervenir sur un dossier judiciaire qui m'a opposé pendant de nombreuses années face à Valéo et qui vient définitivement de se clore. Bon, pour commencer, je vais faire un petit récapitulatif de l'affaire qui m'a opposé donc à Valéo durant les 5 dernières années. Fin 2008, Valéo annonçait un plan de destruction d'emplois sans précédent à hauteur de 5000 salariés au niveau du groupe Monde, 1600 en France et concernant le site d'Issoire, 49 suppressions d'emplois. Ce n'est pas à cette assemblée que je vais expliquer la procédure légale utilisée par les patrons pour détruire les emplois en France. Lors d'un comité central d'entreprise au mois de juin 2009, en pleine discussion sur le PSE qui allait frapper notre site, le directeur industriel de Valéo Systèmes d'essuyage, d'un ton extrêmement méprisant, s'est permis d'affirmer que si l'activité du site d'Issoire ne redémarrait pas en 2010, un nouveau PSE serait nécessaire à hauteur de 42 suppressions d'emplois. Ce sinistre personnage se justifiait dans le fait que les pressions tarifaires orchestrées par les constructeurs devenaient insoutenables et mettaient à mal leur rentabilité. C'est parce qu'au nom du syndicat CGT Valéo Issoire, j'ai osé dénoncer publiquement les agissements et des constructeurs et de Valéo que j'ai été mis à pied durant une semaine. Tout naturellement, nous avons organisé la riposte en montant un dossier au Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand que nous avons gagné. Valéo, comme beaucoup d'entreprises, comme à leur habitude, a fait appel de la décision de justice. Le 5 novembre dernier, tandis que nous étions très nombreux à Roanne pour la défense des libertés syndicales, la Cour d'appel d'Orion, dans sa grande sagesse, prononçait et confirmait l'annulation de la mise à pied à mon encontre. Ce jugement stipulait qu'il était de ma responsabilité de syndicaliste d'informer les salariés des menaces qui planaient sur leur tête. Valéo, plutôt que de se consacrer aux préparatifs de réveillon de fin d'année, avait décidé dans l'entre-deux-fêtes de se pourvoir en cassation pour tenter de faire annuler le jugement de la Cour d'appel. Cet acharnement, organisé et orchestré à mon encontre, est la suite logique du patronat pour affaiblir un militant syndical et par-dessus tout pour tenter d'affaiblir le dernier rempart efficace et démocratique qui est la CGT face au rouleau compresseur néolibéral et destructeur que représente en l'occurrence Valéo. Il y a de ça une grosse semaine, je recevais un courrier de la Cour de cassation de Paris
Ce courrier précisait que Valeo se désistait et renonçait au pourvoi. Voilà donc l'épilogue d'un dossier judiciaire qui aura duré 5 longues années. J'invite tous les camarades qui siègent dans les comités centraux d'entreprise et comités d'entreprise européens de s'emparer de cette victoire pour contrer l'intégrisme patronal quand il s'agit d'informer les salariés sur des sujets qui ont été frappés de confidentialité par les employeurs. Pour finir, je tiens à remercier toutes les structures de la CGT pour leur soutien sans faille qui m'a permis d'affronter avec force l'anti-CGTisme primaire de nos tauliers. Vive le 40e, vive la CGT! J'appelle Jean-Philippe Couchet et se prépare Joachim Dacosta de l'USTM 94. Oui, bonjour, Jean-Philippe Couchet, donc CGT syndicat, CGT Ratifijac. Donc on fait partie du groupe UTC. Je crois que nous sommes maintenant avec le rachat de Goodrich dans les 300 000, 350 000 salariés et à Fijac on est 1000 quoi, donc on est une petite boîte pour notre grand groupe. Je voudrais revenir sur la discrimination syndicale parce que je vois qu'on en a beaucoup parlé. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été gagné, c'est que leur dû, c'est ce qu'on leur a volé pendant des années. Ce n'est que leur dû. Par contre, l'important maintenant, c'est de s'appuyer sur cette victoire pour aller plus loin, pour conquérir autre chose, pour que justement la discrimination syndicale, d'ailleurs qu'elle soit syndicale, sexiste, raciale ou autre, n'ait plus lieu dans les entreprises. Donc appuyons-nous sur cette victoire et ne pensons pas que c'est qu'une victoire. Il faut aller plus loin maintenant. C'est juste le début. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si j'aurais peut-être pu reprendre après tout ce qui a été dit sur les mobilisations, c'est vrai qui d'un côté, c'est vrai que si la discrimination syndicale, quelque part, nous a amené beaucoup de militants, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'au niveau du militantisme, des militants, et je parle des élus, là, il y a une certaine démobilisation au vu des répétitions des manifestations. Je crois que c'est Thierry Lepin qui disait la CGT est la seule à être toujours présente. C'est vrai qu'on est toujours présent, mais à force d'être toujours présent, on est toujours partout et peut-être un peu nulle part. Moi, je me félicitais d'une action confédérale qui soit préparée de longue date, comme celle d'octobre. Après, parce qu'on a le temps de le faire, on a le temps de mobiliser les gens pour le 30 octobre ou pour le 20 octobre, peu importe la date. Mais d'ici le 20 juin ou le 25 juin, comment on va faire pour mobiliser les gens? On fait des assemblées générales, on a essayé de faire des assemblées générales. À la première, on était 100, nous. À la deuxième, on était 50. À la troisième, on était 30. Et maintenant, à part les militants, il n'y a plus personne. Donc, comment on fait pour mobiliser? Moi, je veux bien que d'ici le 29 juin ou le 28 juin, je ne sais pas quelle sera la date, vous nous donniez la solution miracle, mais je pense qu'on n'arrivera pas à mobiliser. Voilà. J'appelle Joachim Dacosta et se prépare Naïl Yassine du syndicat MBF Aluminium. Chers camarades, bonjour. Je représente le syndicat CGT dit isolé du Val-de-Marne et la commande est simple. Conservons, aider les plus fragiles, conserver nos droits du travail, conquérir de nouveaux droits. Regardez l'exemple de ma boîte. Je suis salarié depuis le 6 mars 2006 en tant que fraiseur P2 au sein d'une entreprise de mécanique de précision, plus connue sous le nom de P2M, qui compte 15 salariés. J'ai été élu en tant que délégué du personnel le 15 avril 2013, par 13 voix sur 15 électeurs inscrits. Pour vous donner un ordre d'idée, dès le début, le patron reconnaît qu'il lui faut investir dans les EPI, chaussures de sécurité par l'exemple. Sa seule réponse est qu'il ne consacre pas d'argent pour cela, malgré la remontrance de l'inspection du travail. En septembre 2013, lors de la réunion mensuelle des DP, nous avons exprimé nos inquiétudes quant au devenir de la société et donc à la pérennité de nos emplois. J'ai pris la décision, dans l'intérêt de l'entreprise, de solliciter un rendez-vous auprès de la banque par le courrier en date du 18 octobre 2013. Dans ce courrier, j'exprime mon souhait que la banque agisse pour donner de la respiration à la trésorerie de P2M. Donc j'agissais pour faire avancer les choses dans le but d'aider l'entreprise et donc de préserver nos emplois et nos droits sociaux.
La banque a décliné cet entretien en rappelant l'obligation générale de discrétion et de confidentialité à laquelle elle était soumise en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier. L'employeur n'a pas apprécié cette démarche et a donc demandé mon licenciement à l'inspection du travail, au motif de troubles à l'image de l'entreprise. Licenciements ayant été refusés par l'inspection du travail. Avec mon syndicat des métaux CGT du bassin Villeneuvois, nous avons interrogé le Premier ministre de l'époque, M. Ayrault, ainsi que Montebourg du redressement productif et Sapin du travail. Notre interpellation portait sur comment un DP pouvait-il exercer correctement son rôle envers ses mandats, que sont les salariés, s'ils ne pouvaient disposer de droits de regard sur la réalité économique et financière de l'entreprise de moins de 20 salariés, car ne disposant pas des droits détenus par le CE dans les boîtes de plus de 50 salariés. Solaro nous a répondu, jugeant notre questionnement très intéressant. Lors du rendez-vous à l'inspection du travail pour mon licenciement, l'inspecteur nous a fait part que notre question gênait sérieusement le ministre, qui n'a jamais répondu. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il ne répond pas. Par la suite, notre employeur a voulu nous mettre en activité partielle de décembre 2013 en fin 2014, soit 6 mois à cause d'une diminution de notre carnet de commandes, tandis que je me suis formellement opposé à l'appui de la volonté commune des salariés. Cependant, cette activité partielle n'a duré qu'un mois, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013. L'objectif du patron était simple, nous faire passer en polycompétence et polyvalence permanente sur des horaires en 2-8, voire 3-8, sans aucune contrepartie financière, ni même de reconnaissance de qualification. C'est ce mépris qui a fait que le patron n'obtient pas l'adhésion des gars. Pourtant, il milite le patron, je peux vous l'assurer. Le 8 avril 2014, les DP de CGT ont reçu un courrier de la commissaire aux comptes de l'entreprise avec pour objet de procédure d'alerte phase 2. Dans sa note, nous avons été surpris de voir que nos arguments déployés depuis septembre 2013 étaient fondés et étayés par l'analyse économique du commissaire aux comptes de l'entreprise. Que depuis le début, nous avons cessé de démontrer l'existence des difficultés réelles et sérieuses au sein de l'entreprise, mis à jour leur origine ainsi que les fautes de ménagement. J'ai aussi pris l'initiative de rencontrer les représentants de la Chambre de commerce de l'industrie qui se déplaçaient dans l'entreprise, ainsi avec la SCOP, les SCOP, Sociétés coopératives et participatives, afin de pouvoir sauver nos emplois. Nous, la CGT de P2M, voulons nous permettre le droit d'envisager l'avenir autrement. C'est ainsi que chemine devant la carence patronale l'idée de la reprise de notre entreprise par nous-mêmes. Les choses s'accélèrent car nous avons eu une réunion au cours de laquelle il a été annoncé un dépôt de bilan. L'employeur a décidé de saisir le tribunal de commerce, liquidation et le redressement judiciaire. Lors de l'audience, en ma qualité de représentant des salariés, ces projets que je défendrai. En un an de temps, je dois dire que j'ai fait une formation syndicale accélérée. Je peux vous indiquer qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'action, il y a eu besoin de prendre le temps de discuter entre les syndiqués, CGT et nos différentes organisations. Car nous n'en serions pas où nous en sommes si nous n'avons pas pu prendre appui sur le syndicat USTM 94 et notre union locale CGT du bassin Villeneuvois. Je propose au Congrès qu'un lien avec l'élection prud'homale que nous voulons la plus proche possible, qu'il y ait un tract fédéral qui s'adresse aux salariés de ces entreprises de moins de 50 salariés concernant la menace et la fin de la démocratie sociale constituée par les DP dans les moins de 50. Je propose au Congrès que cette question des droits des DP dans les entreprises de moins de 50 salariés et leur extension prérogatives économiques et financières fasse l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, car il y a trouble manifeste à l'ordre public social du fait qu'actuellement, ils n'en disposent pas, comme je le vis chez P2M. Merci à vous. Et le dernier intervenant avant la pause, Yalcine Naïl. Oui, bonjour, Yalcine Naïl, fonderie MBF Aluminium, sous-traitant automobile basé à Saint-Claude, dans le Jura, dont nos donneurs d'ordre sont essentiellement PSA et Renault. Je vais revenir sur la lutte que nous avons menée en juin 2011. Quelques semaines après notre précédent congrès, à Reims, la direction de l'époque voulait mettre en œuvre un PSE de 220 personnes. Et en même temps, voulait mettre en cause plusieurs acquis sociaux. Derrière ce plan, nous savions que la vraie volonté du groupe Arche était de fermer le site à terme. Le groupe Arche est aussi propriétaire de la SAM, dans l'Aveyron. Les camarades de la SAM étaient en lutte la semaine dernière face à des manœuvres
que l'on connaît bien à Saint-Claude. J'en profite pour saluer leur victoire face à cet enfoiré. Dès l'annonce du PSE en juin 2011, nous avons bloqué l'usine, arrêté les livraisons et la production, et certains dirigeants ont été invités à rester sur le site pendant plusieurs jours. Vous comprendrez que l'amnistie sur les syndicalistes serait la bienvenue pour nous, car une procédure judiciaire pour séquestration est toujours en cours contre moi et plusieurs camarades. Le combat a duré 5 semaines, blocage total de l'usine. Les revendications de départ étaient claires. L'annulation du PSE et le départ de l'actionnariat. Les premiers jours, tout le monde nous a ri au nez. Mais un vrai rapport de force et une détermination de l'ensemble des salariés s'est mis en place. Bien évidemment, avec le soutien de toutes les instances de la CGT, nous n'avons pas cédé. Beaucoup de tentatives de diviser et casser le mouvement a été entrepris par les autres organisations. Sans succès bien sûr. Et au bout de 35 jours, le groupe Arche a cédé. La boîte a été mise en redressement judiciaire et la direction générale a été dégagée. Pour nous et les salariés, nous avions gagné la première bataille, l'annulation du PSE, et avions viré ce patron voyou et crapule. Les personnes le connaissant ne me contrediront pas. Mais pour gagner la guerre, il fallait trouver un repreneur et construire un avenir pérenne pour la fonderie, chose pas évidente à l'époque. Durant la période de RJ, nous sommes passés majoritaires. Bien sûr, quelque chose qui n'a pas arrangé les constructeurs et la direction provisoire du site. Ça n'a pas été facile. Nous étions heurtés à la volonté des constructeurs de fermer le site. Nous étions heurtés aux différents ministères, en l'occurrence l'industrie, car l'ex-ministre Estrosi est un ami proche de l'ancien actionnaire. À travers plusieurs actions menées par la CGT, le combat des salariés a été reconnu légitime par les différents protagonistes. Forcément, Sarkozy et Estrosi n'étaient plus au pouvoir pour soutenir leurs amis. L'entreprise a été reprise le 1er août 2012 par le groupe CMV. La reprise a été accompagnée financièrement par les constructeurs PSA et Renault. Malheureusement, lors de la reprise, il y a eu un plan sur lequel nous n'avons pas réussi à nous opposer. Pour éviter que les salariés ayant perdu leurs emplois ne partent pas uniquement avec le minimum légal, nous avons assigné à travers le comité d'entreprise le groupe Arche, la holding, au tribunal de grande instance pour faire reconnaître le caractère prémédité et volontariste de ce qui s'est passé chez MBF et aussi de faire reconnaître la holding comme co-employeur de MBF. Le TGI de Lons-le-Saunier a reconnu le groupe Arche comme co-employeur et a condamné à verser 8 millions d'euros pour financer les mesures d'accompagnement. Forcément, Arche a fait appel, mais sachant qu'ils n'avaient aucune chance, ils sont venus sur le terrain de la négociation. Et au final, nous avons transigé avec l'autorisation des salariés concernés sur une somme de 5,5 millions d'euros. Pour ce qui est depuis la reprise, les élus licenciés lors du plan ont été réintégrés par l'inspectrice. L'entreprise est devenue une société normale avec des résultats. La nouvelle direction réinvestit dans la remise en état des infrastructures et des machines qui avaient été cannibalisées durant 4 ans par le groupe Arche. Depuis la reprise, le climat social s'est apaisé, un dialogue social s'est mis en place, les salariés sont plus écoutés. Nous avons obtenu lors des NAO 2013 une hausse du pouvoir d'achat allant de 70 € minimum et pouvant aller pour certains jusqu'à 120 € par mois. Et ceci à travers des augmentations générales, individuelles, augmentation de la prise en charge mutuelle et divers primes. Sur les NAO 2014, elles sont en cours et dans un contexte particulier. En effet, je vais faire une aparté dessus, car nous avons mis en profit la campagne sur le coût du capital lancée par la Fédé. D'une part, pour former tous nos élus afin qu'ils soient en capacité de débattre et d'expliquer aux salariés le coût du capital. Et d'autre part, pour être plus armés lors des NAO. Je vous conseille aux congressistes d'utiliser et de faire connaître au maximum le petit livret sur le coût du capital de la Fédé. Il est très apprécié et utile pour vos négociations, car c'est un outil qui ne plaît pas à la direction, mais qui a un vrai poids quand il est utilisé par des élus. Au passage, je tiens à remercier tous les camarades qui ont contribué à son élaboration. Pour en finir, nous pensons que le combat mené durant 13 mois a porté ses fruits. La société est sur la bonne voie, mais n'avons pas assez de recul pour dire que l'on a gagné la guerre contre un ancien patron voyou, des politiques de merde et des organisations pourrites et corrompues. Le combat de MBF était une bataille de l'ensemble des salariés, mais d'une unique organisation qui est la nôtre, la CGT, avec toutes ses instances locales, fédérales. Les syndiqués m'ont demandé de profiter du congrès pour remercier toutes les structures de la CGT et particulièrement la Fédération pour leur soutien et leur implication pendant le conflit. Merci pour votre attention.
Je vous souhaite un très bon congrès à toutes et à tous. Vive la CGT, vive le 40e congrès. Et je salue les camarades de Saint-Claude, ils sont en train de nous regarder en live.